Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Emmanuel Macron a écrit aux Français dans une lettre publiée par Le Parisien aujourd'hui en France. Il dit « Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France ». Est-ce que, ne serait-ce que écrire cette phrase, est-ce que c'est pas déjà un aveu d'échec ? On sait pas un aveu d'échec, on sait qu'on est entièrement mobilisé. Et c'est vrai qu'il faut rien banaliser. Rien, on a 1200 actes antisémites depuis un mois. Et on sait que la France, elle s'en est toujours sortie quand elle a été unie. Et le président, je pense que son courrier là-dessus est très clair. Tout doit être mis sur le terrain de l'unité, et lui, il en est le garant, et il a des mots très forts dans ce courrier. Les personnes antisémites, leur place est devant les tribunaux ou derrière les barreaux. La loi, elle est claire dans notre pays, on ne doit rien lâcher, et c'est un sursaut républicain avant tout qu'on attend. Une lettre, ça remplace sa venue dans ce cortège ? Moi, je pense qu'il l'explique. Il a d'ailleurs dit qu'il s'était posé la question jusqu'au bout. On voit les polémiques ou les prises de position des uns et des autres. Et je pense que ce courrier, oui, moi, je le trouve très, très utile parce qu'il est à la fois très précis et très fort. Et donc, ce moment, il y aura dans le cortège la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat qui ont lancé cet appel, la première ministre, une bonne partie du gouvernement. Il n'y a pas de doute, mais le président, il faut qu'il garde aussi, c'est ce qu'il dit, il faut qu'il soit absolument au-dessus des exploitations politiciennes qui ont toujours lieu, y compris dans des moments aussi graves que cela. Quitte à être au-dessus de l'émotion. Je ne pense pas qu'il soit au-dessus de l'émotion. D'ailleurs, c'est l'impression que certains peuvent avoir, pardon, je vous interromps, mais hier, l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus, on se souvient évidemment de l'affaire Dreyfus, a interpellé le président. Elle s'interrogeait, c'était en marge des commémorations du 11 novembre, elle s'interrogeait sur son absence. Ça dit quand même quelque chose, et est-ce que vous comprenez que certains puissent s'interroger ? Non, mais qu'on s'interroge dans un sens ou dans l'autre, je le comprends très bien. Je pense que le président, il a eu encore une fois des mots. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est plus la France. C'est des mots qui sont absolument sans appel. Il les a eus tout de suite. D'ailleurs, il a échangé avec la famille du capitaine Dreyfus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans l'autre sens, aujourd'hui, on ne va pas faire comme s'il n'y avait pas des polémiques autour de la présence du Rassemblement national, l'exploitation qu'en fait la France insoumise. Et je pense qu'il ne faut pas que la fonction de président elle soit abîmée par ces polémiques-là, dès lors qu'il a posé des mots, encore une fois, d'une extrême gravité et d'une force réelle. Vous avez dit cette semaine que vous seriez, je cite, mal à l'aise de défiler dans le même cortège que Marine Le Pen à cette fameuse marche. Finalement, elle y sera. Vous aussi, vous pensez que vous serez mal à l'aise cet après-midi ? Non, moi, j'ai trouvé, comme souvent, d'autres que moi, formulent mieux les choses. C'est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a dit « Le RN ne sera jamais un rempart contre l'antisémitisme ». Et je trouve que c'est important de le redire. Et je pense que le RN, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, je ne les connais pas tous, etc. Mais il instrumentalise ce combat contre l'antisémitisme pour pouvoir mieux taper sur nos compatriotes musulmans. Et donc oui, je considère que dans le pacte républicain, ils ne sont pas à la même place que tous ceux d'autres qui appellent à la manif. Dans le même temps, Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, se félicite de la présence du RN. Alors il dit évidemment le RN doit encore en finir totalement avec ses vieux démons, mais il dit il y a sans doute un changement. Il se trompe ? Je pense que je ne sais pas s'il se trompe. Moi, je vois à l'Assemblée, le RN utilise cette prétendue virginité sur le combat contre l'antisémitisme pour pouvoir à chaque fois mieux taper ou mettre en cause l'islam ou les musulmans, nos compatriotes musulmans. Et de l'autre côté, dans un
symétrique, glaçant, vraiment. La France insoumise utilise ça pour dire que ceux qui défileront cet après-midi ne pensent pas aux civils palestiniens qui sont aussi des victimes de la folie terroriste du Hamas. Et donc ces deux situations sont effectivement insupportable pour la République. On a malgré tout l'impression quand même de plusieurs voix au sein du gouvernement. On avait il y a 2 jours sur ce plateau Christophe Béchu qui nous disait « Je suis choqué par ceux qui n'y participent pas, je ne suis pas choqué par ceux qui participent ». Hier encore, dans le Parisien aujourd'hui en France, Olivier Véran qui s'alarme une nouvelle fois et qui critique une nouvelle fois la présence du Rassemblement national. Il y a plusieurs sensibilités qui s'expriment, il faut l'assumer au sein du gouvernement. Je pense qu'il y a plusieurs sensibilités, mais qu'à la fin, le message global, il sera clair. La Première ministre sera là, une vingtaine de membres du gouvernement. Et je retiens, moi, la belle phrase hier de Delphine Orwiller, la rabbine Delphine Orwiller, qui dit à tous mes amis, je demande de venir malgré tout, malgré les questions qu'on peut avoir, à tous mes amis de longue date, je demande de venir. Sous-entendu, je crois, il y a des amis qui tout d'un coup se déclarent amis d'Israël et de nos compatriotes juifs et qui ne l'étaient pas il y a quelques années encore. Le Rassemblement national donc présent, la France insoumise absente. Comment est-ce que vous comprenez le jeu actuel de Jean-Luc Mélenchon sur cette marche, mais plus globalement sur sa position vis-à-vis de la guerre entre Israël et le Hamas? Alors moi, je suis pas là pour décrypter le jeu de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des positions parmi des députés La France insoumise qui sont insoutenables. Positions du député Guiraud sont insoutenables. Qui a semblé relativiser les massacres. Ou qui a semblé relativiser, qui a semblé mettre en cause Israël dans certains des actes terroristes qui sont ceux du Hamas. Ça dit quelque chose de la France insoumise aujourd'hui ? Moi, je pense que ça dit quelque chose de la France insoumise, en effet, pas forcément sur cette position, parce que j'ai entendu des prises de position très claires de Clémentine Autain, par exemple, mais cette impossibilité à formuler le mot « attaque terroriste » en parlant du Hamas, c'est bien un positionnement. Et là où moi, je suis en colère et... oui, j'exprime cette expression, c'est que la variable d'ajustement de tout ça, ce sont les millions de nos compatriotes musulmans qui sembleraient devoir choisir leur camp. Non, on est français avant tout. C'est ça, de même que nos compatriotes juifs n'ont pas à choisir leur camp. Et ça, ce jeu-là, pour reprendre votre expression, je le trouve délétère pour la République. Je le trouve délétère, et je trouve par ailleurs que la France insoumise offre cette... comment dirais-je ? Elle permet le blanchiment d'argent sale du RN, quoi. Le RN est une organisation qui a dans son ADN le racisme et en tout cas la xénophobie. Et là, tout à coup, ils peuvent se présenter en porteurs de la défense de la lutte contre l'antisémitisme. Ça me met en colère. Mais je n'ai aucun doute, je serai cet après-midi à la manifestation, parce que cette manifestation, elle est pour la République, elle est contre l'antisémitisme, et c'est aux fondamentaux qu'on doit revenir. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Diane Ferchit. 2 morts et 3 blessés dans une fusillade à Marseille, survenue dans le 16e arrondissement de la ville. Une personne à bord d'une voiture qui a ouvert le feu sur un autre véhicule sur un parking avant de prendre la fuite. Les victimes sont connues pour des affaires de stupéfiants. La marche contre l'antisémitisme à Paris, elle débutera à 15h cet après-midi de l'esplanade des Invalides jusqu'au Sénat. Des rassemblements sont aussi prévus en région. Des manifestations qui doivent montrer une France unie derrière ses valeurs, écrit dans une lettre au Français Emmanuel Macron, lettre publiée dans le Parisien aujourd'hui en France. Le chef de l'État dénonce la résurgence d'un antisémitisme débridé. La fin de la vigilance rouge au cru dans le Pas-de-Calais, le département en vigilance orange. Ce matin, il n'a pas cessé de pleuvoir depuis le 18 octobre, précise sur France Info le sénateur du Pas-de-Calais, Franck Dersin. Et on ne peut toujours pas faire le constat avec les assurances, ajoute-t-il, car l'eau est toujours là dans les maisons. Plus que quelques heures de course pour les ultimes engagés dans la Transat Jacques Vabre. Sauf incident, le duo Armelle Lecléache-Sébastien Josse sera le premier à franchir la ligne d'arrivée en Martinique. France Info.
Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Jean-Rémy Baudot. Et Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. La loi immigration sera votée au Sénat mardi. Le Sénat qui a adopté cette semaine un certain nombre de mesures beaucoup plus dures dans cette loi, et notamment la suppression de l'aide médicale d'État, suppression dénoncée ce matin par 3500 médecins qui lancent un appel. Ils assument de désobéir. Voilà ce qu'ils écrivent. Moi, médecin, je déclare que je continuerai à soigner gratuitement les patients sans papier selon leurs besoins, conformément au serment d'Hippocrate que j'ai prononcé. Est-ce que vous les comprenez ? Je les comprends, évidemment, je pense, je me bats, le gouvernement se battra, on est au tout début du parcours législatif de ce texte, pour qu'il n'ait pas à exercer de désobéissance civile. Il y avait dans le texte présenté au gouvernement aucune accroche sur l'aide médicale d'État, c'est le Sénat qui l'a rajouté. Et je pense que nous avons eu, et j'avais eu ici sur votre antenne une expression très claire depuis le départ, oui, l'AME c'est un dispositif de santé publique avant tout, ça soigne les individus, mais ça protège la population dans son entier. Si on renvoie tout sur l'hôpital, on va faire une erreur énorme, et les pays qui l'ont fait en sont revenus, donc on va se bagarrer pour ça. Après que loyalement, si je puis dire, on examine un dispositif tel que celui-là, c'est toujours possible. C'est ce qu'on fait en demandant à Claude Évin et Patrick Stefanini de le regarder. Il peut y avoir une réforme de l'AME. Il peut toujours y avoir des réformes, mais les fondamentaux sont là. Ça doit rester un dispositif de santé publique, et la notion d'urgence n'est pas la bonne pour approcher ce sujet-là. Gérald Darmanin a semblé donc revenir de fait ces derniers jours sur cette position personnelle qu'il avait exprimée plutôt d'un soutien à la suppression de l'aide médicale d'État. C'est un retour à la raison ? Non, moi je ne qualifie pas ça de retour à la raison. Gérald Darmanin, il a porté ce texte devant le Sénat, donc ce texte ne comportait pas de mesures concernant l'AME. Je peux témoigner, j'étais dans notre fonction, qu'il n'a jamais essayé de mettre ces mesures dans le texte initial, et il a redit très clairement, en effet, hier ou avant-hier, sa position sur le sujet. Tant mieux, je pense que le gouvernement est totalement aligné sur ce sujet. Donc vous pouvez nous dire ce matin, le texte, s'il est adopté, ne comportera pas de suppression de l'AME. Le texte il est dans sa première lecture au Sénat, et le gouvernement l'a redit, l'AME est un dispositif indispensable de santé publique, qu'on puisse interroger, voir, faire des bougées éventuelles, voilà, mais on ne basculera jamais dans un dispositif du type de l'aide médicale d'urgence. Mais avec ça, vous ne risquez une erreur, et même, comme je crois l'avoir dit, une faute d'efficacité de santé publique, au-delà des points de vue moraux qu'on peut avoir. Avec ça, vous ne risquez pas de perdre la droite, qui, elle, justement, voudrait réformer, voire supprimer l'AME. La droite, vous en avez besoin pour obtenir le vote de ce texte. Est-ce qu'avec cette position, la position que vous défendez sur le maintien de l'AME, vous ne risquez pas de perdre la droite ? Écoutez, on verra, encore une fois. Moi, je pense que quand il y a de l'incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes sur les positions des uns et des autres au Parlement, le mieux, c'est de s'accrocher à ce à quoi on tient et ce dont on est sûr. Ce dont, moi, je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut que la médecine de ville, donc les médecins libéraux, les médecins de ville, participent à la prise en charge des personnes malades étrangères, même si elles n'ont pas de papier, et que tout ça ne soit pas renvoyé sur l'hôpital. On reste comme, de la même manière, le gouvernement considère, même si le Sénat a pu faire bouger les rédactions, qu'il faut pouvoir avoir des dispositions d'un côté pour renforcer l'efficacité de l'application des mesures de justice quand un étranger doit être éloigné, et aussi rendre possible la régularisation de ceux qui travaillent en France depuis longtemps. Alors Aurélien Rousseau, nous ne sommes pas tout à fait encore au début de l'hiver, mais des médicaments manquent encore, et déjà dans les pharmacies on parle beaucoup de l'amoxicilline, cet antibiotique qui soigne notamment les otites et les angines bactérienne, je le précise. Pour qu'on comprenne bien ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un problème de stock. Le problème, ce serait plutôt la distribution de ces stocks, c'est ça ? Alors, on s'est évidemment posé la question, parce que, vu des Français, c'est la même chose que l'an dernier. On galère, pardon de l'expression, pour trouver de l'amoxicilline.
Donc, moi, j'ai demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament, dans la suite de mon prédécesseur François Braun, de suivre de très près les molécules, comme on dit, les plus sensibles, et notamment l'amoxicilline. Le constat aujourd'hui, il est clair, c'est que les stocks, ils existent. Et sur le territoire national, on a assez de stocks d'amoxicilline, notamment, mais d'autres molécules qui sont sensibles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'est pas dans une pénurie, on est dans une dérégulation complète du système. Le système, en France, il repose sur, une cascade qui part des industriels, qui fournissent les grossistes répartiteurs. Vous savez, c'est ces petits camions qui vont plusieurs fois par jour à la pharmacie livrer, et ensuite dans les pharmacies. Et ce système, parce qu'il y a eu pénurie l'an dernier, parce qu'il y a aussi des jeux sans doute commerciaux, c'est complètement dérégulé. Et donc vous avez convoqué tous les acteurs du secteur, et vous voulez une charte de bonne pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, une charte de bonne pratique? Bon, il faut être simple, moi je les ai. Une fois qu'on était d'accord sur le diagnostic, qu'on était sûr de nous sur le fait que ces stocks existent, j'ai fait venir tout le monde dans la même pièce, on a passé 2 heures, et on s'est parlé très, très franchement. Et moi, j'ai dit, voilà, soit sous 10 jours, vous êtes capable de remettre de l'ordre dans la régulation qui fonctionne normalement bien du secteur du médicament, soit, à la fin, on prendra des mesures un peu autoritaires. Ça veut dire quoi? Mais ce sont des mesures, par exemple, un sujet où, vous savez, certaines pharmacies, grosses pharmacies, peuvent commander directement aux industriels. Les industriels, ils servent les plus grosses. Voilà. Ça n'est pas possible. Il faut que ça passe par les grossistes répartiteurs. Il faut qu'on revienne à ce qui se passe dans une année normale. Donc, ils se sont engagés, la présidente de l'Ordre des pharmaciens et la directrice générale de l'ANSM sont chargés en 10 jours de nous élaborer cette charte des bonnes pratiques. Et donc ça veut dire un retour à la normale quand? Avant le début de l'hiver? En tout cas, on est dans une course contre la montre, face à nous courent les épidémies. Donc il faut qu'il y ait de l'amoxicilline disponible dans toutes les pharmacies en France, et c'est impossible d'accepter que les patients soient d'une quelconque façon la variable d'ajustement de la dérégulation du système. Et la réunion, elle était un peu comment dirais-je, animée, mais tout le monde a reconnu cela et tout le monde s'est engagé derrière ça. Et je vérifierai, moi, la crédibilité, la robustesse des engagements qui sont pris. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30 France Info.